So once again, you boys had to go right back to the drawing board and start again. It's great, isn't it? It's great. It promotes creative thinking and the best way to stand. Et donc finalement, vous, scientifiques, ça ouvre de nouveaux horizons et c'est absolument génial de pouvoir accéder à toutes ces choses nouvelles et pouvoir rechercher encore. Vous avez aussi vos propres challenges. So this is for the positive part. But be careful, there is also a negative part. We have to be very clear about science because actually for almost 1 century, slightly 1 century, we are fighting against mysteries we don't understand. So I have to mention that. Donc ça finalement c'était l'aspect positif, mais il y a aussi l'aspect négatif, c'est-à-dire que depuis plus d'un siècle, les chercheurs se battent avec des mystères qu'ils n'arrivent pas à comprendre et à résoudre. So let me put one, that is the fact that most of the matter is under the form of dark matter. So just to understand this, physicians, not astrophysicists, physicians have built a gigantic collider. This is LHC, which is near France and Switzerland, just to measure new particle, massive, weakly interacting massive particles. Et donc en fait, pour comprendre ça, il y a tout le problème de la matière noire, matière qu'on ne connaît pas, et donc les physiciens ont construit ce fameux anneau géant, donc pour finalement le particle imaginaire, c'est le LHC, c'est Large Hadron Collider, donc cette espèce donc on va faire tourner des particules à des vitesses extraordinaires, on les fait entrer en collision et on examine ce qui se passe. Je donne un tout petit peu moins de travail, j'ai compris juste en français voilà, très rapidement, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Non, ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas de quoi est fait 85% de la matière de l'univers. Ça fait depuis 1936 qu'on a ce problème. Ça date. De plus en plus, on se pose des questions sur la réalité de ce problème. Est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que c'est une erreur de se poser ce problème? Est-ce qu'il y a d'autres façons? Donc certains physiciens, par exemple, se posent la question, c'est par exemple la gravité ne serait pas modifiée. Je ne suis pas dans ce débat moi-même, je pense qu'il y a des erreurs un peu partout, mais actuellement, la physique et l'astrophysique, par définition, sont loin encore d'arriver à des sciences que je dirais exactes. Alors, au-delà de cet exemple, ça nous amène aussi à regarder quelle est l'influence de la science, l'influence de la science sur l'écriture, l'influence des connaissances et des recherches qu'a pu faire Stephen sur son écriture. De quelle manière, Stephen, conçois-tu ton écriture comme moyen de prolonger la recherche scientifique? I think different writers will give you different answers to that question. Oui, donc en fait, il peut y avoir, différents auteurs donneraient des réponses différentes à cette question. But for me, I've got a science background myself, I've got a doctorate. Donc en fait, moi personnellement, j'ai un background scientifique avec un doctorat. So when there's new science coming along, like say the new cosmology, or something that's new to me, like the interior of a neutron star. So it's fairly old models, but it was new to me. Et donc finalement, depuis que j'ai étudié, il y a des choses nouvelles, par exemple oui, donc par exemple les étoiles à neutrons, des choses comme ça, c'est des nouveautés pour moi. Yeah. So it inspires story ideas, and the stories are really about what does it mean to live in such a universe? What would it be like to live in such an environment? Et donc pour moi, quand je vois ces nouvelles découvertes arriver, automatiquement ça m'évoque des idées du genre qu'est-ce que ça doit faire d'habiter dans un univers à côté d'une étoile à neutrons, ou comment les hommes, qu'est-ce qui doit se passer là, et j'ai envie de le décrire. And I think the neutron star is a good example, which I used in my novel Flux.
Et donc par exemple l'étoile à neutrons, c'est un très très bon exemple que j'ai utilisé dans mon roman Flux, Flux. And in there, the interior of a neutron star is an exotic, but it's a structured environment with a crust, different kinds of liquid, magnetic forces, and so on. Par exemple, bon, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, c'est un espèce d'environnement assez exotique, assez étrange, avec une espèce de coquille, puis différentes couches finalement liquides. Et avec des gravités différentes, hein, des jeux de gravité. Yeah, so it's a kind of structured environment, like a world, entirely alien to the world that we live in. Et donc cette espèce de monde donc assez structuré, assez hiérarchisé, est totalement différent du monde dans lequel nous vivons. But there are analogies. There is a kind of weather. There are starquakes, a bit like earthquakes analogously. So you can imagine life living in there, feeding off the energy flows. Et donc c'est un petit peu comme la Terre avec les tremblements de terre, avec les phénomènes. Là on peut imaginer à partir de ces phénomènes-là une vie qui se déroulerait et voir comment cette vie se serait répandue et pourrait évoluer. So in Flux, I tried to get the science of the neutron star right as far as I could, but all the details of the life are made up by me to possible. Et donc dans Flux, par exemple, j'ai essayé de prendre en l'état les théories qui existaient pour décrire l'univers, mais après, tout ce qui concerne la création de la vie que j'y ai mise et l'intrigue, c'est de la création de science-fiction, c'est de la création d'auteurs. Yeah, and then the interesting thing is to find a story. What would it be like to live in such an environment? What kind of problems would you have? And so on. So there, I'm using scientific models really to putting humans or human-like beings in them to explore a new part of the universe. Et donc finalement, pour moi, le plus intéressant, c'est de partir des modèles scientifiques qui vont me donner des pistes pour construire les univers. Mais le plus intéressant, c'est de faire évoluer des personnages, éventuellement d'y mettre des humains et de créer des intrigues à partir de là. Peut-être pour donner un petit peu une idée de ce que sont les étoiles à neutrons. Donc les étoiles à neutrons en fait sont les résidus de l'explosion d'étoiles beaucoup plus massives que le Soleil, typiquement entre 4 fois à 10 fois la masse du Soleil. Ces étoiles étant plus massives vont allumer des réactions thermonucléaires comme dans notre Soleil d'abord, transformer de l'hélium en hydrogène, hein, c'est la bombe H, hein, on le sait tous, parce que c'est énergétique, d'accord. Et puis en deuxième, ce qui se passe lorsque vous avez suffisamment de matière, si l'objet a suffisamment de gravité dans son cœur, à la différence du Soleil, il va allumer des réactions d'hélium se transformant en carbone. C'est-à-dire on va commencer à faire des fusions. Le Soleil ne va pas pouvoir le faire, il n'est pas assez massif, il va finir sa vie en même blanc. Ces étoiles plus massives, elles vont le faire. Ce qui se passe, c'est que c'est des réactions qui sont extrêmement instables. Le thermonucléaire, c'est déjà instable, hein, là c'est plus instable, tellement instable que lorsque vous allez même vers le cycle du fer, des éléments de plus en plus lourds, vous allez vous retrouver à faire ce qu'on appelle une supernovae, explosion littérale de l'étoile. L'étoile explose complètement, enrichit le milieu en éléments lourds. Nous-mêmes, nous sommes poussière d'étoiles. Hein. Nous venons de ça, nous venons de ces supernovae. Mais ce n'est pas tout dans l'histoire. Il y a énormément de matière qui est éjectée dans le milieu interstellaire et il reste un noyau au cœur et qui, lui, il est comprimé. Deux types d'objets peuvent être créés. Trou noir. Là, cette fois, vous ne voyez rien, hein, la lumière ne va pas en sortir. Ou étoile à neutrons. Une petite cuillère de matière d'une étoile à neutrons, une petite cuillère, hein, c'est la masse de la Terre. C'est pour vous donner tous les ordres de grandeur. Il vaut mieux pas vivre là, hein, la gravité, vous n'êtes pas aplati, c'est pire. Vos atomes sont déchirés. Hein. Et alors, dans cette simple remarque que vient de faire François Hammer, il y a le germe de la question que j'allais lui poser. Parce que là, il y a l'imagination. D'aller plus loin en se disant il vaut mieux pas y être. Et là, bon, parce que quelque part, quand même, ce sont des phénomènes qui sont étudiés, qui sont réputés, vérifiés, mais il y a en commun avec la démarche de l'écrivain la nécessité d'imaginer les choses, parce que contrairement à des sciences, je veux dire, immédiates comme la physique de table, en quelque sorte,
où on peut procéder à des expériences, où on peut essayer de reproduire. Là, on a des phénomènes pour lesquels il est très difficile. On peut observer, c'est comme en géologie, on peut observer, on ne peut pas procéder à l'expérience elle-même. Donc est-ce qu'on n'a pas une démarche également d'imaginaire, en raccrochant bien sûr cet imaginaire immédiatement à l'observation, tout comme chez un écrivain comme Stephen Baxter qui se réclame de la hard science, il y a cette volonté de ne pas s'écarter de ce qui constitue le corpus scientifique du moment. Alors, effectivement, si je peux rebondir un peu justement dessus, parce que c'est lié aussi à votre œuvre, Stephen Baxter, c'est la question du temps. La question du temps est une des questions en science et je crois en science-fiction qui est